Sur la première, 7h38, nouveau président, nouveau gouvernement et nouvelle crise de gouvernance en France. L'affaire Ferrand, du nom du ministre de la Cohésion des Territoires, visé par une enquête, Richard Ferrand, qui risque d'être inculpé pour abus de confiance dans une ancienne affaire immobilière impliquant notamment sa femme. Pour parler de cette crise, mais et surtout éclairer les pratiques politiques actuelles, il faut peut-être se plonger dans le passé, s'inspirer de ce qui se disait il y a quelques millénaires. C'est ce qu'on va faire avec notre invité. Bonjour Jean-Joseph Boileau. Bonjour Lausanne. Merci beaucoup d'être avec nous en direct de notre studio de Paris ce matin jusqu'à 8h. Vous êtes docteur en économie, spécialiste de l'Inde et de la Chine notamment, et auteur récemment de L'Inde ancienne au chevet de nos politiques. C'est un ouvrage paru au mois d'avril aux éditions du Félin. Un ouvrage qui éclaire l'actualité avec des écrits datant de 25 siècles, alors c'est assez loin. Vous avez notamment planché sur l'Arthashastra, le principal traité de l'art politique de l'Inde ancienne, dont vous avez traduit et adapté les grands principes de la bonne gouvernance. Ça, c'est un mot qu'on utilise souvent, la bonne gouvernance. En quoi est-ce qu'un traité vieux de plus de 2000 ans est toujours d'actualité ? Oui, enfin, il est peut-être d'actualité en Suisse. Le mot gouvernance, j'observe que ce mot n'existe quasiment pas en France. Si vous pouvez me dire quelles sont les radios, télévisions et journaux papier qui l'utilisent, je serai fort aise. Première colle pour le journaliste que je suis, il me semble avoir entendu dans la bouche de certains politiques actuels, mais évidemment, je pense notamment à certains représentants d'En Marche. Mais c'est assez rare, je vous le concède. En Suisse, on l'utilise assez souvent, notamment pour les entreprises. Mais vous savez pourquoi les Français ne l'utilisent pas? Ils considèrent que ce mot n'est pas du français, que c'est un mot importé. C'est comme le mot globalisation, nous n'avons pas le droit de l'utiliser dans la langue française. Oui, ce travail, c'est un très vieux traité qui est passionnant, qui fait 600 pages et qui d'ailleurs permet d'expliquer assez bien la crise qu'il y a au Moyen-Orient aujourd'hui, car il y a toute une partie sur la diplomatie. C'est une sorte de l'art de la guerre qui est beaucoup plus connu en Chine, Sun Tzu, Oui. mais qui décrit extrêmement bien toutes les stratégies d'alliance, de rivalité face à des rois forts, des rois faibles, etc. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que depuis quelques années, je perçois bien qu'il y a une crise de la gouvernance, des démocraties, en tout cas, développées, et que après avoir lu ce traité plusieurs fois, plutôt adapté au cas indien, je me suis dit, mais bon sang, il y a dans ce traité quelque chose qui n'a pas vieilli, qui sont des principes universels, qui renvoient à qu'est-ce que c'est qu'un bon roi, qu'est-ce que c'est que la prospérité d'une nation. Et je trouvais il éclairait parfaitement les raisons pour lesquelles, notamment en France, il y a effectivement une crise politique, c'est indéniable. Et je me suis mis à essayer de traduire, d'adapter à partir du sanskrit et des versions anglaises que l'on avait, quelques grands principes. Et je suis extrêmement content de voir que ce livre passionne. Alors, il intéresse aussi la Suisse, on va le voir, parce que à l'époque, le traité d'Arthashastra est un traité qui est rédigé, on va dire, par un brahmane qui conseille le grand roi Chandragupta, qui On va est sous un roi, il faut bien le l'empire. préciser à l'époque. Hein, oui. Voilà, qui va constituer l'empire Maurya, c'est-à-dire le premier empire indien, et ce qui d'ailleurs assure que ce traité n'est pas complètement idiot, c'est que cet empire-là va résister bien sûr à Alexandre le Grand, qui ne rentrera pas sur le territoire indien, et qu'il va quand même, pendant 3 siècles, assurer la prospérité indienne. Alors, en termes de moralité, justement, parce que c'est un peu le sujet qui nous occupe aujourd'hui, ces écrits évoquent 4 tentations que sont la peur, l'attrait charnel, l'argent et la religion. Est-ce que c'est toujours d'actualité, ça ? En Suisse, je ne sais pas. En France, c'est évident. Je crois que vos auditeurs n'ont pas trop à Quels exemples pouvez-vous nous donner, Jean-Joseph Boileau ? Écoutez, votre journal parle bien quand même de l'affaire Ferrand. De quoi s'agit-il si ce n'est de l'argent, n'est-ce pas? On peut voir que depuis maintenant une vingtaine d'années, et le président Chirac lui-même, bien évidemment, a été soumis à cette tentation permanente, l'argent est ce qui corrompt la démocratie française et qui explique pourquoi nous rentrons depuis quelques années dans une monarchie de type oligarchique. Maintenant, les 3 autres termes monarchie de type beaucoup. oligarchique. Non, mais je m'arrête parce que là aussi, c'est un terme que je n'ai pas souvent entendu, voire jamais. Monarchie de Alors, type il n'est pas oligarchique. dans l'Arthashastra, vous Non, en faites pas. mais alors expliquez-nous Mais ce les terme principes, aujourd'hui. Voilà. Les principes de la monarchie oligarchique sont dans l'Arthashastra lorsqu'il décrit bien comment le monarque, le roi, s'il est soumis à des intérêts privés,
d'argent, de sa famille, donc ça serait le népotisme chez nous, hein, eh bien, il s'entoure d'une cour d'un nombre réduit de personnes qui va gouverner par l'intermédiaire de ce monarque, monarque voulant dire non pas monarchie comme beaucoup de gens croient le roi, mais la monarchie c'est le pouvoir d'un seul. Oui. Le seul qui est au pouvoir est en réalité poussé, contrôlé par une oligarchie. Et c'est le cas, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est le cas depuis le mois de mai 2017, c'est le cas aussi avec le... Non mais vous me voyez venir, Emmanuel Macron, qui d'ailleurs s'auto-définit un peu comme un président jeune mais un peu vieille façon, qui veut rendre rare la parole présidentielle, etc. Est-ce qu'il y a de ça aussi un peu le retour d'un jeune monarque éclairé et progressiste? Alors je ne sais pas où on mettrait l'oligarchie dans tout ça, vous la voyez vous? Bah écoutez, il suffit de regarder les photos qui ont été publiées à droite et à gauche sur ses soutiens, les gens qui ont contribué aux 13 ou 15 millions de dépenses de sa campagne électorale, pour que les choses soient extrêmement claires. On est dans un processus qui ressemble à, je pense, hein, celui du 18 Brumaire, Napoléon Bonaparte, son alliance avec les grandes, la haute bourgeoisie française, etc. Mais je voudrais dire quand même par rapport au président Macron, les jeux ne sont pas faits. La situation présente ressemble effectivement à une sorte de groupe oligarchique constitué de technocrates, l'ENA, hein, l'énarchie, mais aussi les puissances d'argent qui contrôlent pour l'essentiel le CAC 40, qui ont tous évidemment largement soutenu, poussé sa candidature, et les médias bien évidemment, puisqu'ils leur appartiennent maintenant en quasi-totalité. Mais j'aime bien aussi, dans la tradition française, La Fontaine, les grenouilles qui voulaient un roi. Attention à une chose pour les Français, de celui-ci contentez-vous de peur d'en rencontrer un pire. La vraie question par rapport au président Macron, c'est qu'il n'y a pas mieux. Dans les faits, c'est bien ça qui se passe. Et deuxièmement, les jeux ne sont pas faits. Peut-être que ce jeune roi, ce jeune monarque, sera tenté vis-à-vis de l'oligarchie de prendre de la distance. C'est une question qui est posée. Nous allons assez rapidement le voir. J'observe que la composition de son gouvernement, par rapport au principe de l'Artha Shastra de la moralité, pour l'instant, ces conditions ne sont pas remplies. Je crois que tout le monde est bien d'accord qu'il n'y a pas que l'affaire Ferrand, il y a l'affaire Sarnez, il y a le ministre de la Justice Bayrou lui-même, etc., etc. Le Premier ministre lui-même a été numéro 2 d'Areva lorsque cette affaire de la crise de la mine d'uranium du Niger et surtout de Congo était en place. Même chose au Havre lorsqu'il a fait acheter des éoliennes par le contribuable du Havre. Donc, si vous voulez, pour l'instant, la question de la moralité se pose pour le président Macron. Eh bien, dans le tact, nous allons voir. Oui, alors, prendre ses distances de ceux qui l'ont fait roi, hein, c'est ça qu'on va devoir mesurer. Est-ce qu'il en est capable ? Oh, écoutez, j'en suis bien incapable, je dois vous dire. Ce dont je suis très content, c'est un scoop pour vous d'ailleurs, parce que vous voyez, la presse française n'en a pas fait l'écho, c'est que la rencontre avec Narendra Modi, eh bien, Narendra Modi lui a offert l'Artha Shastra. Ah, ben on est au cœur du sujet, Jean-Joseph Boileau. Je suis extrêmement content. J'ai appris ça hier c'est du pain béni pour vous. Est-ce qu'il va le lire ? Écoutez, oui, il va le lire, mais il va surtout lire, je pense, le petit opuscule que je vais lui faire parvenir, qui est quand même un peu concentré, parce que le traité intégral est un peu long, mais comme c'est un homme cultivé, intelligent, qui lit bien l'anglais, il ira chercher, à partir des chapitres que j'ai réduits, le cœur du modèle. Et le cœur du modèle, c'est effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un bon roi ? Comment ce bon roi donne de haut en bas l'exemple, la vertu, comment lui-même, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des femmes, comme vous avez dit, les 4 qualités, vis-à-vis de la peur, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il est courageux, par exemple ? C'est quelque chose qu'on va voir très rapidement. La crise du Qatar, par exemple, va permettre d'évaluer la capacité qu'il a ou non de prendre ses responsabilités dans ce bras de fer entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis d'un côté et le Qatar de l'autre. On y vient, c'est promis dans un instant, à cette crise du Qatar, à la lecture d'un article de la presse suisse, mais peut-être sur l'actualité de cette mauvaise gouvernance supposée. Vous l'avez cité, François Bayrou, le ministre de la Justice. Non, elle est là. Oui, enfin, pour l'instant, il n'est pas encore mis en examen. Mais...
Non, par rapport à non, Monsieur vous avez Ferrand, raison. nous ne pouvons pas affirmer les faits au jour d'aujourd'hui. Bien sûr. Soupçonner, en tout cas, c'est ce que font certains et la presse. Mais nous avons le nouveau ministre de la Justice, François Bayrou, qui a présenté ce premier texte législatif sur la moralisation de la vie politique, hein, qui a d'ailleurs été rebaptisé pour la confiance dans notre vie démocratique. C'est peut-être déjà un signe qu'on l'ait rebaptisé. C'est un signe. Est-ce Je vous laisse la responsabilité. Oui, c'était un commentaire personnel. Certains estiment que ce projet est déjà décrédibilisé avec l'enquête qui touche Monsieur Ferrand. Qu'en pensez-vous ? Non, Ferrand ou pas Ferrand, le projet est décrédibilisé pour 2 raisons. La première, c'est qu'on ne peut pas être juge et partie. On ne peut pas faire reposer l'établissement des règles du jeu par ceux-là même qui sont concernés au premier chef. C'est le mal, c'est le cancer numéro 1 français. Nous n'avons pas en France, et Jean-Louis Debré, qui est une personnalité de premier plan, qui est, je crois, lui, n'a jamais eu de casserole, Chiracien parmi les d'argent, etc. Non, mais il est chiracien parce qu'il a considéré que Chirac était un roi débonnaire. C'est très important de bien comprendre son Je le dis pour les mais auditeurs surtout, suisses. Ah oui. Je situais Monsieur Debré. Ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons pas en France de Cour suprême. Et si vous voulez, le mal français, c'est que nous avons des règles du jeu édictées par ceux-là même qui, normalement, doivent être contrôlés. Donc, si vous voulez, évidemment, ça ne va pas. Cette loi sur la moralisation, et le mot moral qui a disparu, c'est pas pour rien. Je suis content que le Premier ministre Narendra Modi ait offert au président Macron l'Arthashastra, dans lequel le mot moral, qui se dit dharma en sanskrit, soit à toutes les pages, à toutes les pages du traité. Est-ce que la morale peut, ça c'est une question du bac, mais est-ce que la morale peut s'améliorer grâce à un cadre législatif ? Que répondez-vous à cette question ? Alors, c'est une bonne question de bac, mais vous savez, ça fait plaisir de revenir un peu dans sa jeunesse. Oui et non. Oui, parce que... C'est une réponse du bac Oui, c'est une réponse du bac. C'est une réponse du normalien aussi. Oui. Oui, Alors, je parce vous écoute. qu'il faut bien un cadre réglementaire. Comme le dit l'Arthashastra, l'homme n'est ni naturellement bon, ni naturellement mauvais. Ce qui est décisif, c'est le cadre réglementaire, d'organisation. On le sait, il y a une nature humaine qui n'est ni bonne ni mauvaise, et vous les Suisses le savez mieux que tous, puisque vous avez, si j'ai bien bon souvenir, hébergé notre ami Rousseau, qui là-dessus était clair. Maintenant, ça ne suffit pas, et l'Arthashastra est exceptionnel là-dessus. Il explique bien comment, même des lois claires, même une justice efficace ne peut pas, vis-à-vis de gens qui ont dans la tête l'immoralité ou la moralité, et qui donc en permanence vont contourner la loi, encore plus quand c'est eux qui l'ont fait d'ailleurs. Ah oui. Donc il faut qu'ils aient, et la première qualité du souverain, c'est son éducation philosophique sur les notions de morale et de vertu. Ce mot, ce concept a disparu de la France. Le mot vertu a disparu. C'est impressionnant quand même. Oui, parce qu'il est un peu employé à toutes les sauces, et donc à prendre avec des pincettes. La vertu, vertu prôner la n'a qu'une vertu, sauce. c'est parfois un peu hypocrite, la vertu. C'est un fourre-tout, la vertu. Non, pour les hypocrites, c'est un fourre-tout. Mais la vertu, c'est tout bêtement la vertu. La morale, c'est la morale. Pourquoi avoir supprimé ce mot morale ? Le livre qui, pourtant, sur la science politique fait aujourd'hui le buzz, comme on dit en France, c'est un livre de Paul Ricoeur, qui est intitulé « Philosophie, éthique et politique ». Philosophe protestant éthique. avec lequel M. Macron a travaillé. Exactement. Et c'est pour ça que je cite ce livre, parce que c'est un ensemble d'essais en réalité. Je le trouve beaucoup moins riche que l'Arthashastra, mais c'est normal. L'Arthashastra, c'est pas un livre écrit par une personne. L'Arthashastra, Shastra, c'est traité. Artha, c'est la prospérité, le bonheur du peuple. Ce n'est pas l'argent, contrairement à certaines traductions qui ont été faites de ce traité. L'Arthashastra va beaucoup plus loin parce qu'il est écrit sur 20 siècles. Dans la tradition indienne, c'est pas une personne qui écrit, c'est un traité qui va être transmis de façon orale et qui va donc être adapté, enrichi d'année en année, de décennie en décennie. Mais pour revenir à Paul Ricoeur, c'est exceptionnel. La force dans le livre, c'est précisément, il parle d'éthique, mais il utilise le mot moral à de très nombreuses reprises.
Oui, c'est un protestant, je le disais, c'était aussi important de le préciser. Oui. La crise diplomatique avec le Qatar, vous y faisiez allusion, Jean-Joseph Boileau, on y vient à travers cet article de la presse romande. Cette crise avec le Qatar peut avoir un impact considérable, Valérie Drou, les explications du directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, Hasni Abidi. Vous nous les résumez, on le commente ensuite avec notre invité. Oui, une crise diplomatique qui intervient juste après la visite de Donald Trump dans la région. Le soutien du président américain a donné des ailes à l'Arabie saoudite, explique le spécialiste dans la liberté, des ailes pour conforter son leadership dans la région et sa ligne dure face à l'Iran. Hasni Abidi également interrogé dans la Tribune de Genève et 24 heures où il insiste sur la question du moment choisi. C'est la question qui importe, dit-il. Il y a deux éléments fondamentaux. Alors la visite de Donald Trump, on l'a dit, et aussi la guerre de succession que vit l'Arabie saoudite avec un roi affaibli et puis surtout un vice-prince héritier proche de Donald Trump et des Émirats arabes unis qui a trouvé là le moyen de gagner en influence. Cette rupture, souligne-t-il encore, peut avoir des impacts sur toute la guerre contre le terrorisme et donc l'engagement des pays arabes sur ce front. On sait, Jean-Joseph Boileau, que la France est très impliquée, notamment économiquement avec le Qatar. Alors voilà, il se fait mettre au banc par ses voisins. Où est la vertu dans toute cette crise ? Alors, l'Arthashastra est un traité de bonne gouvernance sur donc la moralité au plus haut niveau, mais c'est aussi un traité de militaire et de sciences politiques. Et je veux te dire par là qu'il y a là encore 25 siècles, on décrit très très bien les systèmes d'alliance que le roi doit faire quand il est en position de force ou de faiblesse. Là, la configuration du terrain est assez claire. On a effectivement une Arabie saoudite qui se veut hégémonique, c'est le roi fort. On a les États-Unis qui sont très clairement derrière, vous l'avez rappelé, ce n'est pas pour rien que ça intervient 15 jours après la visite du président Trump. Et puis on a un roi allié potentiellement qui est l'Iran. C'est comme ça que le roi faible, le Qatar, a essayé de gérer depuis les années 90 son rapport à un roi qui se veut hégémonique, c'est-à-dire l'Arabie saoudite. Alors, il n'y a pas la morale derrière, si ce n'est que quand on gratte un peu, et le mot roi n'est-ce pas utilisé, puisque ce sont les monarchies du Golfe, et qu'on est en droit de se poser la question de la moralité, de la finalité des décisions prises, notamment pas par l'émir, mais par son fils, qui est très clairement aux commandes derrière l'affaire. Et là, je pense qu'au-delà de l'art de la guerre, on sait très bien qu'on a affaire à deux rois immoraux. C'est-à-dire que d'un côté le salafisme, Qatar, de l'autre côté le wahhabisme, le sunnisme promu par l'Arabie saoudite sont les deux ennemis aujourd'hui de la planète, n'est-ce pas ? Les deux ennemis de la planète. Alors, vouloir choisir l'un ou l'autre pose évidemment problème, et c'est un dilemme pour nous tous, mais je suis content que cette crise explose, parce qu'elle va permettre précisément de mettre le monde, et notamment la France et l'Europe, face à une responsabilité simple. Soit on décide d'arrêter de croire qu'en faisant des affaires militaires, mais aussi, vous savez que la France est très engagée économiquement en Arabie saoudite comme au Qatar, de croire qu'en faisant des affaires, on dispose d'un levier pour infléchir, influencer, contrôler les monarchies du Golfe est un leurre, bien évidemment. Mais ce message ne viendra pas, c'est un rêve. Personne, aucun gouvernement actuel, y compris le gouvernement Macron, ne pourra prendre position contre l'Arabie saoudite ou le Qatar. Il y a trop d'implications. Moi, je me moque des monarques. Ce qui m'intéresse, c'est vous, c'est l'opinion publique. C'est de bien comprendre que face aujourd'hui au terrorisme à l'échelle mondiale, ce qu'on appelle le terrorisme, car j'ai vraiment beaucoup de réserves sur l'utilisation de ce mot, on est bien confronté à une question clé qui est quelle est la nature de ces monarchies du Golfe ? Et je dis bien de ces monarchies, CES. Ça veut dire que ni le Qatar, ni l'Arabie saoudite aujourd'hui ne respectent ce qui sont les conditions d'une paix durable à l'échelle du monde. Et que vouloir rejoindre un camp contre un autre, par exemple, ne peut certainement pas régler une des questions centrales du XXIe siècle, c'est-à-dire la question, je le mets bien entre guillemets, des terrorismes. D'accord.
On va parler de l'Inde, qui est un pays qui vous est cher. Hein. Une richissime famille indienne installée en Afrique du Sud fait les gros titres de la presse pour avoir eu une influence directe sur le gouvernement du président Jacob Zuma. Esther Coco. Le Sunday Times et le City Press ont commencé à publier les extraits de plus de 100 000 emails qui prouvent l'influence de la riche famille industrielle indienne Gutpa sur le gouvernement Zuma. Arrivée en Afrique du Sud dans les années 90, la famille Gutpa est soupçonnée d'ingérence dans les affaires du gouvernement, notamment dans la nomination de ministres. Cette fois-ci, les courriels dont la NZZ se fait l'écho révèlent l'attribution illégitime de contrats gouvernementaux pour 370 millions d'euros pour la construction de trains et le versement de plusieurs millions pour les livraisons de charbon sans la signature d'un quelconque contrat. Les Gutpa auraient aussi écrit des discours officiels pour des membres du gouvernement. La famille indienne a vivement démenti ces allégations, mais ces révélations nourrissent le climat de suspicion autour du gouvernement de Jacob Zuma. Voilà, en une minute, pardon, puisqu'après nous devons nous quitter. Jean-Joseph Boileau, un riche conglomérat indien très influent dans un gouvernement africain. C'est étonnant ou c'est le juste retour des investissements indiens sur le continent africain ? Non, c'est le double problème. D'une part, ces riches familles marchandes indiennes, dont l'Arthashastra dit bien que le roi doit absolument les tenir en respect. Et d'autre part, c'est le problème général de la corruption en Afrique, mais dans le monde, dans le monde, et on revient à la question posée tout à l'heure de l'oligarchie. La capacité aujourd'hui d'influence des grands groupes financiers face à des États qui eux-mêmes ne sont plus des États, au sens de l'Arthashastra, est une question centrale de notre siècle. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru au mois d'avril. C'est aux éditions du Félin, l'Inde ancienne au chevet de nos politiques. La lecture de l'Arthashastra dont on a beaucoup parlé. Jean-Joseph Boileau, vous étiez à Paris. Merci et excellente journée. Merci à vous.